Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. On va parler d'un livre d'un auteur qui s'appelle Olaf Stapleton. C'est Simon Erignac, c'est le traducteur de ce livre. Je remercie de cet entretien. Simon est maître de conférence à la Sorbonne Université, à l'Institut de minéralogie, de physique des matériaux et de cosmochimie. Il a publié beaucoup d'articles dans une revue Galaxy Nouvelle Série, qui est une association d'aide aux auteurs créée en 2008. Il y a 95 livres parus. C'est quoi cette association, Simon? Alors en fait, comment dire, moi je connais pas forcément très bien l'association. Pour moi, c'est juste un magazine qui s'appelle Galaxy SF et qui va éditer de manière bimestrielle ou trimestrielle un numéro. Et dans ce numéro, il y a bon, des récits, je pense, d'auteurs. Et puis on a des dossiers thématiques. Et donc justement, moi je suis intervenu, mais de manière, on va dire ponctuelle, sur le dossier consacré à Stapleton. En fait, c'est Xavier Noix qui est venu me chercher pour ce dossier. Et donc, on l'a écrit enfin, on l'a coordonné à trois personnes. Donc, moi-même, Xavier Noy, ou Noy, je ne sais pas, et Jean-Guillaume Lanuc. Et donc, voilà, trois, on a pu produire un dossier pour ce magazine, ouais. Donc, le rédacteur, le rédacteur en chef, c'est Pierre Gévard. Cette revue, je la connaissais pas du tout avant. Donc, c'est lorsque Xavier, en fait, est venu me chercher que j'ai découvert cette revue que je connaissais pas du tout. Alors, est-ce que vous êtes un féru de science-fiction, puisque finalement, ce livre, Créateur d'étoiles, c'est un livre de science-fiction. Oui, oui, oui. Ouais, je suis féru en fait, de littérature de genre, fantasy, science-fiction. Peut-être, je lis un peu moins de science-fiction que de fantasy, mais effectivement, je suis fan de toutes ces littératures que je pratique depuis fort longtemps, ouais. Effectivement. Olaf Stapleton. On dit Staple. Stapleton, ou alors on peut dire à la française, moi ça me dérange pas du Ouais. tout. Stapleton, moi j'ai un accent pourri en anglais, donc. Ben, moi, encore pire, puisque moi, je dis Stapledon. Ah ouais, oui, Comme c'est ça encore pire. s'écrit. Comme ça s'écrit. Alors, c'était qui cet homme? Alors, Stapleton, en fait, Olaf Stapleton, on va dire, c'est un philosophe et écrivain anglais, donc né en 1886 et mort en 1950. Si on parle juste de son œuvre écrite, en fait, il s'est révélé un peu sur le tard, donc puisque c'est à partir de son roman Les Derniers, les Premiers qu'il a commencé à devenir écrivain, et donc c'était ça en 1930, il avait un peu plus de 40 ans, 44 ans, et donc c'est à partir de là voilà, qu'il s'est mis à écrire des essais, des romans, oui, des essais en philosophie, puisqu'en fait, il avait une formation solide en philosophie. Il avait fait une thèse aussi en sémiologie, et donc une thèse en philosophie, ouais. Alors, avec les derniers et les premiers publiés en 1930 qui racontaient l'histoire de l'humanité, ou plutôt des humanités futures, 18 au total, humanités, sur la bagatelle de 2 milliards d'années quand même, hein, cette histoire de l'humanité. Après sont les derniers hommes à Londres en 1932, voit l'un des derniers humains dont le monde est en proie au feu délétère d'un soleil vieillissant, investir l'esprit d'un jeune homme au début du XXe siècle afin de l'étudier et de l'influencer. Mais tout le vertige suscité par ces deux romans n'est rien par rapport à celui-là, Créateur d'étoiles, qui a été publié en 1937. C'est ça, exactement, oui. 1937, alors c'est un soir, peut-être de suite à une dispute avec sa femme, le narrateur s'en va prendre l'air sur une colline. De là, son esprit s'élève vers les cieux. Bien vite, le voile qui explose l'espace et le temps, rencontre d'autres âmes errantes, s'unit avec elles au sein d'esprits de rang supérieur, assiste à la vie de l'univers de ses premiers instants à sa fin lointaine. Je cite un monsieur qui s'appelle Perchoc, qui a fait un super résumé, je trouve. Est-ce que vous pensez, vous, que c'est des âmes errantes qui rencontrent dans son roman? Alors, on peut pas vraiment le dire comme ça. En fait, c'est un roman qui brasse, on va dire, ouais, des milliards d'années, même plus. Mm. Et dans ce roman, il y a aussi une composante, je dirais, elle est domestique, c'est-à-dire qu'il revient souvent, en tout cas en pensée, il revient vers sa femme, en fait, vers le couple qui l'unit à sa femme. Parce que du coup, Créateur d'étoiles, en fait, c'est aussi un roman qui explore ce qu'on appelle la communauté. Qu'est-ce qu'une communauté? Et du coup, le couple, en fait, qu'il fait avec sa femme, c'est une petite communauté. Et donc, il y revient souvent, en fait, pour comparer avec la grande communauté qui forme, en fait, progressivement avec les êtres qu'il rencontre.
Donc, évidemment, au début, il démarre son aventure tout seul. Après, on va dire de planète en planète, il va agréger à lui les esprits, ouais, voilà, ou la présence en fait d'autres extraterrestres, d'autres races extraterrestres. Et petit à petit, comme ça, il va former une communauté de plus en plus grande. Donc ça, c'est vraiment très très impressionnant. C'est-à-dire qu'il arrive, en fait, Stapleton arrive à manier des échelles de temps et d'espace énormes. Et donc, on va passer de la planète Terre à un système, on va dire, extérieur. Enfin, voilà. Après, comment dire, d'une étoile, on passe à une galaxie, puis de la galaxie, on passe à d'autres galaxies, et enfin à d'autres cosmos. Donc ça, c'est vraiment, c'est quelque chose de tout à fait, je pense, inédit en science-fiction et tout à fait impressionnant. Oui, puis c'est tous ces mondes aussi qui découvrent avec des mondes végétales, enfin des vies qui sont différentes des humains. Ah oui, c'est ça, exactement. Oui, il y a Stapleton, en fait, il arrive effectivement à, à proposer en fait des races extraterrestres qui sont presque, on pourrait dire, scientifiquement crédibles, en fait. C'est-à-dire que elles ont leurs propres caractéristiques et donc elles sont toutes différentes, effectivement, avec leurs forces et leurs faiblesses, oui, effectivement. Alors en France, ce livre a été traduit relativement tard. Il a été traduit, en fait, il y a eu une première fournée de traduction dans les années, on va dire, 60-70. Donc, il a été traduit dans les années 70. Alors, la traductrice originale du roman, c'était Brigitte André. Et donc, en fait, il a fallu attendre finalement ma traduction de 2021 pour qu'il y ait une sorte de renouveau. Bon, c'est beaucoup dire, mais qu'il y ait une sorte de renouveau, en fait, dans la réception de Stapleton en France. Et en fait, ça correspond très simplement en fait, au fait que l'œuvre de Stapleton soit tombée dans le domaine public. Puisqu'en fait, il est décédé en 1950. Ouais, donc il Et faut donc, 50 ans, je crois, c'est ça. alors c'est 70 ans. 70 ans. Ouais, il faut ajouter 70 ans. Et au 1er janvier de l'année qui suit les 70 ans, eh bien, l'œuvre rentre dans le domaine public et on peut faire à peu près ce qu'on veut avec. En tout cas, dans le respect de l'œuvre originale. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'il y a eu de ma nouvelle traduction et d'autres tentatives, effectivement. Ouais. Alors les éditions Stapledoniennes, c'est que ça vient de sortir parce que je pense qu'ils ont que ce titre, non, c'est ça? Alors, en fait, c'est moi qui ai, comment dire, pour chapeauter ma traduction, en fait, j'ai choisi ça, j'ai choisi le nom des éditions Stapleton francophone. En fait, c'était vraiment, mon idée, c'était d'avoir le sigle SF sur le bouquin. Oui. Comme ça, donc il y avait deux aspects, voilà. Donner un nom à cette maison d'édition, et puis avoir le sigle SF qui permet d'identifier bien le livre. Mais sinon, c'est vraiment une création pure de ma part. C'était pour l'auto-édition, en fait. Dans l'auto-édition, il faut fournir un éditeur. Et donc, j'ai créé cette maison d'édition avec peut-être l'espoir euh, que je puisse publier en auto-édition toujours, mais publier d'autres traductions de Stapleton. Bon, ça reste beaucoup de travail quand même, donc Ouais, beaucoup de travail aussi. C'est une grosse édition avec beaucoup d'annotations en fin de livre sur des mots qu'on n'aurait pas compris, enfin, qui sont vraiment intéressantes. Moi, je m'y suis reportée plein de fois. Alors, je pense que ce livre, vous avez mis beaucoup de temps à l'écrire parce qu'il fait beaucoup plus de pages que le livre. Il fait 200 pages de plus que le livre normal. Combien de temps vous avez mis pour le traduire et l'écrire? ouais, bah en fait, oui, c'est ça. En fait, c'est un boulot énorme. C'est un boulot énorme. En plus, le texte est difficile. Bon, ça, je m'en suis aperçu après, mais disons, je m'en suis aperçu tout en travaillant dessus, mais le texte est très difficile. En fait, la langue, on va dire que Stapleton, il emploie parfois des mots compliqués, effectivement, comme vous l'avez dit, et puis la syntaxe, la grammaire, tout ça enfin, c'est bien compliqué. Donc, ça a été un gros travail que j'ai démarré. Donc, j'ai démarré ça pendant je crois, le deuxième confinement. Du Covid, puisque effectivement le Covid m'a bien aidé dans cette entreprise. Moi, j'aurais jamais pu faire ça, on va dire, sans le Covid. Donc c'est comme ça que j'ai eu un peu de temps libre pour me consacrer à cette nouvelle traduction. Alors, ce que j'aimerais dire quand même, c'est que donc vous avez raison de souligner que il y a des annotations dans le livre, puisqu'en fait, moi j'ai tout de suite voulu en fait faire non pas une nouvelle traduction stricto sensu, mais faire un nouveau projet éditorial, c'est-à-dire finalement insérer le texte dans tout un appareil critique, donc que ce soit des annotations, des repères biographiques qui concernent l'auteur, des repères bibliographiques,
Et j'ai voulu aussi vraiment respecter à la lettre le texte. Et donc, donc, dans cette traduction, vous retrouvez absolument tous les éléments du texte original, que ce soit l'avant-propos de Stapleton et aussi l'annexe sur les ordres de grandeur, en fait, et dans lequel j'ai traduit aussi les trois graphiques, les trois frises chronologiques. Et donc, il faut savoir que dans certaines éditions de Créateurs d'étoiles, on ne retrouve pas, c'est à la fois l'avant-propos et les graphiques. Oui, justement, dans son avant-propos qui est de mars 1937, dans sa préface de son livre, il écrit un moment où l'Europe est en danger d'une catastrophe pire que celle de 1914, un livre comme celui-ci devrait être censuré en tant que distraction à la défense désespérément urgente de la civilisation contre la barbarie moderne. C'est vrai que ce livre, eh ben, il nous parle un peu aussi de nous, hein, que ce soit dans ce qu'il avait peur, puisqu'il l'écrit en 37, il n'était pas loin de la guerre de 40, mais aussi de toutes ces étoiles, ces galaxies qui se font la guerre, parce que ça se fait la guerre partout, il y a de la guerre pas que dans notre monde. Et c'est un poète, c'est peut-être pour ça aussi que vous avez eu du mal à le traduire, parce qu'il y a plein d'endroits où c'est de la poésie. Oui, alors c'est vrai qu'il a écrit, vous avez raison de dire qu'il a écrit son livre en 37, c'est-à-dire juste 2 ans avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Et donc on trouve en fait dans le texte pas mal d'allusions au contexte géopolitique de son époque, notamment par exemple bah, les empires fous, les empires galactiques fous qu'on peut rapprocher de tous les régimes totalitaires, voilà, de Mussolini, de Hitler, etc. Stapleton, en fait, c'est quelqu'un qui reste froid, enfin froid dans le sens où, comment dire, malgré ce contexte de l'époque très tendu, on va dire, très prenant, en fait, il arrive à prôner une sorte de détachement. Ça, c'est très beau, c'est-à-dire qu'en gros, il nous dit, voilà, bon, il y a les affaires humaines qui sont urgentes et voilà, extrêmement, enfin, il faut s'en occuper, c'est périlleux, etc., c'est dangereux, mais on peut aussi admirer la beauté des étoiles et peut-être qu'elles vont nous apporter quelque chose. Donc ça, c'est vraiment, c'est chez lui, on retrouve ce détachement assez étonnant. Ouais. Chapitre sur la perspective de la race, il écrit les écrivains, les radios prétendaient réinterpréter les Écritures pour répondre aux besoins religieux éclairés qui s'appelait l'âge de la religion scientifique. Je dis tiens, tiens, parce qu'en ce moment, on est quand même en plein dedans. Alors, la question que je voulais vous poser aussi, c'était est-ce que sa vision de l'univers est cohérente même aujourd'hui? Parce que finalement, il était philosophe, mais il n'était pas physicien. Ah oui, tout à fait. Alors là, c'est un point qui est très intéressant, c'est-à-dire que, en fait, son roman, c'est finalement le premier roman de science-fiction qui s'inscrit dans un univers, on va dire, tel qu'on le connaît actuellement. Un peu avant qu'il l'écrive, en fait, il y a eu la révolution apportée par Edwin Hubble, c'est-à-dire que, en gros, avant Edwin Hubble, on pensait que bah, l'univers se limitait à la galaxie, se limitait à notre galaxie. Et en fait, Edwin Hubble met en évidence qu'il y a des nébuleuses à l'extérieur de la galaxie qui sont d'autres galaxies et que ces galaxies, en fait, bon, s'éloignent de notre galaxie, donc dans un phénomène qu'on appelle l'expansion de l'univers. Mais bref, tout ça pour dire qu'en fait, Stapleton, lui, s'inscrit vraiment tout de suite dans un univers très cohérent, en tout cas contemporain, quoi, nourri de connaissances scientifiques, puisque en fait, c'était à la fois un astronome, puisqu'il avait une lunette, chez lui, il avait une lunette astronomique, et puis il lisait aussi beaucoup les revues scientifiques. Donc en fait, il est tout à fait, dans ses connaissances, il est tout à fait à jour des dernières découvertes. Oui, je veux dire, dans vos notations, vous marquez quand même qu'il y a des choses qu'il a écrites qui étaient bonnes et d'autres, par contre, qui ne l'étaient pas, qu'on a découvert. Il y a quelques erreurs quand même. Ah oui, c'est ça, bah oui. Ouais. Oui, alors après, c'est un livre qui a écrit en 1937, donc ça, faut pas l'oublier, hein. Faut se repasser dans ce contexte quand même où, voilà, bon, qui est quand même assez, voilà, assez lointain maintenant, mais je veux dire, oui, donc il y a à la fois des très bonnes trouvailles, en tout cas voilà, des choses scientifiques valables encore aujourd'hui, et puis il y a des choses totalement erronées, effectivement. Donc notamment les planètes géantes du système solaire, dont on sait qu'elles sont gazeuses, eh ben, lui, il pensait qu'elles avaient des surfaces solides, en fait. Donc ça, voilà, bon. Il y a quelques erreurs, mais globalement, c'est plutôt bon. Et ça, c'est vrai que c'était un aspect qui m'intéressait. Alors, je précise tout de suite que moi, je suis physicien, mais je suis pas du tout astrophysicien ou cosmologiste. Je suis physicien de la matière condensée, c'est-à-dire qu'en gros, je m'intéresse aux matériaux, bon, dans un sens large.
Mais ce que je veux dire, c'est que donc moi j'utilise enfin, ce qui me plaît c'est la physique. Voilà, j'utilise des outils du physicien et je m'intéresse à l'astrophysique et à la cosmologie. Ce sont des questions qui m'intéressent beaucoup. Donc c'est dans ce cadre-là en fait que j'essaie d'apporter au lecteur en fait des connaissances un peu, comment dire, vulgarisées. Donc j'ai été pioché dans des livres de vulgarisation, des connaissances, voilà, pour le lecteur lambda qui s'intéresserait à tel ou tel sujet. Dans le chapitre La Terre parmi les étoiles, il donne une description de la Terre, une énorme perle, une opale, nacrée, vivante, une créature en transe, aspirant à se réveiller. Comment pouvait-il utiliser des mots que certains astronautes ont dit bien des années plus tard? Et est-ce qu'on dit qu'il était visionnaire, un peu comme Jung, qui dans ses rêves s'éloignait de la Terre et pouvait la décrire? C'est vrai il fait des descriptions de la Terre comme s'il la voyait de haut. Oui, c'est assez bluffant. Alors je pense que oui, et donc ça c'est vraiment avant toute la évidemment l'exploration spatiale. Et donc Stapleton n'a jamais eu accès à des images de la Terre vue de l'espace, c'est évident, en 1937. Et donc là, je crois qu'on peut tout à fait mettre ça sur le compte, alors non pas de vision jungienne, mais plutôt, je dirais, voilà, au talent de l'écrivain. Bah, c'est le talent de l'écrivain, quoi, tout simplement, de savoir décrire correctement les choses, ouais. Mais on dit qu'il est visionnaire aussi. Il y en a certains qui le considèrent comme un visionnaire. Oui, alors visionnaire, oui, c'est toujours, oui, oui, tout à fait. Alors visionnaire à la fois par l'ampleur de ses idées, par la mise en œuvre, je veux dire, littéraire de toutes ses idées, et puis aussi par le fait que certaines idées qu'il a eues, en fait, ont été très fécondes. Alors, à la fois sur le plan littéraire, aussi sur le plan scientifique. Et donc, en disant ça, je pense à la sphère de Dyson. Bon, la sphère de Dyson, la sphère de Dyson, en fait, c'est une sphère qui serait située autour d'une étoile et qui capterait absolument toute l'énergie de l'étoile pour la restituer à une civilisation avancée. Bon, donc là, on est à cheval quand même entre voilà, un concept un peu scientifique, mais quand même voilà, très science-fiction. Et donc, Stapleton, il est, on va dire, pas instigateur, mais en tout cas, il a inspiré voilà, les gens sur pas mal de choses. Donc, c'est vraiment à ce titre-là, oui, tout à fait, il était visionnaire. Alors, toujours dans le chapitre 1 sur la Terre, à la fin, il écrit: Depuis ce haut perchoir, la Terre n'aurait pas semblé différente avant l'aube de l'humanité. Aucun ange en visite, ni aucun explorateur d'une autre planète n'aurait pu deviner que cet orbe anodin grouillait de vermine avec des bêtes angéliques qui dominaient le monde et qui se torturaient. Ça commence quand même assez bien son livre, je veux dire. Alors, est-ce qu'il était croyant? Alors non, pas au sens où on l'entend enfin, pas au sens où on l'entend généralement. Donc pour répondre à cette question, en fait, il faut se référer, je pense, à la thèse de Claire Cornier, en fait, qu'elle a soutenue en 2012. Et donc, dans sa thèse, Claire, en fait, Cornier s'intéresse justement à tout ce qui est spiritualité dans la science-fiction. Et donc, elle aborde le cas de Stapleton. Donc, en fait, donc voilà, c'est vraiment très intéressant sur ce sujet. Et donc, elle dit que, en fait, Olaf Stapleton, en fait, se disait être mystique agnostique. C'est-à-dire qu'en fait, il se disait lui-même qu'il était ni chrétien ni matérialiste, mais finalement, il avait une position un peu entre les deux. Oui, c'est ça. Il prenait une sorte d'expérience spirituelle, c'est-à-dire de contact avec une réalité transcendante, d'un côté, et de l'autre côté, donc ça, c'est pour le côté mystique, et le côté agnostique, c'est vraiment le fait qu'il n'y a pas de Dieu et l'absolu est inconnaissable, quoi. C'est-à-dire qu'il voilà, il était très sceptique en matière de métaphysique et de religion, du point de vue agnostique, je veux dire. Et qu'est-ce que vous pensez de Gérard Klein qui écrit de lui: Tourmenté jusqu'à l'obsession du problème du mal, Olaf Slepenton en rejette la responsabilité sur le créateur d'étoiles. Il disait un peu plus loin, il évoque souvent de l'énergie subatomique, des guerres entre planètes, d'un pouvoir satanique ultime. Trois petits points: nous mourrons en louant le créateur d'étoiles, le destructeur d'étoiles. À un moment, quand même, il pète un plomb, hein. Il se dit que c'est pas possible, quoi. Je veux dire, tout ce qu'il voit, il se dit que c'est plutôt un destructeur qu'un créateur.
Stapleton, lui, en fait, il n'est pas du tout, comment dire, il se place pas du tout dans la perspective d'un Dieu qui serait amour, comme peut l'être le Dieu des chrétiens, mais vraiment un Dieu tout à fait froid et insensible à ce qui arrive à ses créatures. Donc ça paraît clair, hein. Donc le créateur d'étoiles tel qu'il le décrit, c'est vraiment, on va dire, une entité voilà, qui manipule les univers, les espèces extraterrestres, les cosmos, comme ça, et qui sculpte et qui regarde son œuvre, est-ce qu'elle est belle ou pas. Donc, euh, effectivement, et de ce point de vue-là, oui. Mais à la fin, il le voit, Dieu. On n'en parlera pas, hein. Il le voit, il nous explique qui il est. Enfin bon, c'est quand même une explication qui est plausible quelque part. Alors, il y avait aussi cette question que je voulais vous poser. Donc, sa poésie, hein, il écrit, je me déplaçais si vite que la lumière n'était pas indifférente à mon passage. Ça, je trouve que c'est vraiment de la poésie. Est-ce qu'on pourra un jour voyager à une vitesse supérieure de la lumière, à la lumière? Je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question, Non, non. Alors, pas sur le. pas sur le plan physique. Alors, pour le déplacement supraluminique, en fait, comment dire? Il y a. Bon, c'est un thème qui a déjà été abordé par la science-fiction, notamment, je pense au film Interstellar, où en fait, comment dire, ils arrivent à voyager assez rapidement grâce à des trous de verre, c'est-à-dire finalement des espaces à l'intérieur même de l'espace. Bon, enfin bref, ça fait partie là des hypothèses de la physique, voilà, des hypothèses un peu, euh, je veux dire, voilà, euh, non, Non, non euh, physiquement. non confirmées par nos connaissances actuelles. Donc, ce qu'il faut dire là, ça me fait penser qu'en fait, dans le livre, moi, ce qui m'a toujours fasciné, effectivement, ce côté poétique qui vient du fait que le narrateur se déplace dans l'espace comme ça. En fait, il se déplace finalement par l'esprit. Il n'a pas besoin de vaisseaux spatiaux très compliqués. Même si autour de lui, en fait, les races extraterrestres utilisent des vaisseaux, les races extraterrestres se battent entre elles avec, voilà, on peut imaginer des missiles, etc., enfin, des navires spatiaux. En fait, le narrateur lui-même se déplace tout à fait, on va dire, par l'esprit, spontanément, de planète en planète, etc. Et en fait, quand il fait ça, en fait, il arrive à reculer dans le passé, c'est-à-dire qu'il finalement il voit les choses. En fait, il traverse aussi le temps. Donc, il voyage dans l'espace, mais aussi dans le temps et dans un lointain passé, ce qui lui permet en fait de découvrir toute l'histoire de notre univers. Alors, c'est une histoire fictive, hein. C'est-à-dire que c'est une histoire fictive. Stapleton le dit bien, hein, il a fait une histoire comme un mythe. En fait, c'est une histoire fictive pour son roman, pour illustrer certaines thématiques. Page 191, même si ces individus, hein, sur une planète pouvaient mourir, le monde intelligent était immortel. Alors vous parlez enfin, dans le livre, il est question de la mort universelle à la mort thermique de l'univers. Non, alors disons que, alors non, ça c'est alors c'est une autre chose, c'est-à-dire que, en fait, comment dire, ça c'est une notion un peu scientifique, mais qui est maintenant un peu dépassée. C'est-à-dire qu'à une certaine époque, on pensait que l'univers, en fait, allait finir, euh, comment dire, par devenir totalement homogène au niveau de sa substance. Et une fois que vous avez atteint l'homogénéité, en fait, il peut plus rien se passer. Donc c'est ça en fait qu'on appelle la mort thermique de l'univers, c'est-à-dire finalement l'univers se refroidit peu à peu. Donc l'entropie augmente, l'univers se refroidit. Et finalement, de ça, il ne peut plus rien naître en fait. On ne peut pas, voilà. Et donc c'est ça qu'on appelle la mort thermique de l'univers. Mais actuellement, en fait, le fait que l'univers soit en expansion et qu'on ait des modèles un peu plus compliqués fait que c'est une vision qui est dépassée, même si on a des univers en fait qui se dilatent infiniment. Enfin, on a des idées, des hypothèses d'univers qui se dilatent infiniment et qui finissent dans un vide, on pourrait dire quasi total. Mais donc c'est ça en fait que recouvre ce terme mort thermique de l'univers. Alors il a souvent évoqué la paix sociale qui malheureusement ne dure pas, hein, sur ces planètes, les conflits entre planètes, l'apparence absence de but de l'univers, et pourtant il pense à un éveil généralisé et presque instantané, à une nouvelle lucidité de la conscience, au miracle imprévisible comme un réveil tardif de la torpeur vers une santé mentale presque miraculeuse, et un peu plus loin, nous fûmes étonnés de constater que dans un monde vraiment éveillé, même une dictature pouvait être par essence démocratique. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, il y a quand même beaucoup
de rapprochement avec la politique. Il était de gauche, hein, j'ai vu finalement, il a fait un peu de politique dans sa vie. Oui, c'est ça. Donc en fait, je pense qu'il y a un mot-clé pour décrire créateur d'étoiles, et globalement l'approche de Stapleton, ça reste quand même le mot utopie. C'est-à-dire que pour Stapleton, en fait, le progrès, le progrès de l'humanité et finalement de toutes les races extraterrestres de l'univers, c'est voilà, de progresser vers un état mental donc interconnecté avec tout, enfin, en communauté. Donc tout le monde progresse vers une communauté de plus en plus grande. Et donc, c'est un progrès spirituel et mental, hein. De- Il y a bien sûr un progrès technique et matériel, mais ce dont parle vraiment Stapleton, c'est ça, c'est un progrès euh, mental, hein, qu'il appelle l'éveil. Bon, des mondes de plus en plus éveillés, donc de plus en plus conscients d'eux-mêmes, de la communauté qu'ils forment, et tout ça pour former une utopie au final. Alors, le chapitre qui m'a le plus touché, c'est son chapitre sur les étoiles, hein. La vie de chaque étoile est l'expression parfaite de l'amour, il dit quand même, hein, sur la vieillesse des étoiles et sur les étoiles mortes qui continuent à voyager à travers l'espace, inconsciemment et d'une manière répugnante à ses semblables encore conscientes. Il parle des étoiles vierges, des parasites, des salamandres qui se nourrissent des énergies jaillissantes de l'étoile. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Parce que finalement, c'est ce chapitre sur l'étoile, sur les étoiles, je pense que c'est celui qui est le plus marquant, qui nous marque le plus. Oui, c'est ça, en fait, il imagine, donc ça arrive assez tardivement dans le roman, mais il imagine en fait des étoiles conscientes, c'est-à-dire finalement une communauté des étoiles qui fonctionne à peu près comme, voilà, comme la communauté humaine, etc. Et donc, ça lui permet de faire quelque part, on va dire effectivement, des rapprochements avec voilà, l'humanité telle qu'elle est. Euh, et donc, il imagine bah, ces étoiles finalement aux prises avec les mêmes problèmes que nous dans leur communauté, ce qui produit effectivement parfois des images puissantes. Oui, ça c'est vrai que chez Stapleton, en fait, il y a euh, dans un texte qui est quand même assez, on va dire, un peu difficile, parfois, effectivement, il y a des éclairs comme ça de beauté, vraiment de la prose magnifique qui surgit effectivement, oui, et qui peut toucher, ouais, je comprends tout à fait. Sur le cosmos, plus loin, page 321, il écrit: Le créateur d'étoiles créa son ultime cosmos et le plus ultime cosmos, pour lequel tous les autres n'étaient que des préparatifs provisoires. Comme s'il s'amusait d'en créer des nouveaux à chaque fois. Oui, c'est ça, en fait, et ça, c'est expliqué vraiment quasiment à la toute fin du roman, en fait. Finalement, notre univers, c'est un univers parmi d'autres. C'est un univers qu'a créé le créateur d'étoiles. Et donc, ce créateur d'étoiles, en fait, il passe de l'enfance à, voilà, à la maturité. En faisant ça, il crée de plus en plus d'univers, des univers de plus en plus complexes, avec voilà, des environnements, enfin des races extraterrestres de plus en plus complexes. Et il finit par créer ce cosmos ultime, finalement le plus parfait de tous, entre guillemets. C'est là où, en fait, c'est à l'issue de ce cosmos ultime que le créateur d'étoiles, finalement, c'est là où même le roman lui-même devient flou ou devient compliqué parce que même le narrateur ne sait plus comment décrire cette expérience où, en fait, les créateurs d'étoiles englobent absolument tous les univers qu'il a créés pour devenir une sorte d'éternité. Donc, à la fin du roman, finalement, comment dire, le récit devient, comment dire, se précipite vers l'éternité. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'un peu étonnant, oui. Et même très ambitieux finalement pour un roman d'aller vers ce point-là. Alors il faut dire aussi que, en fait, mais ce cosmos ultime, malgré le côté parfait de ce cosmos ultime, en fait, le narrateur, lui, il voit des êtres qui souffrent dans ce cosmos. Et donc ça crée, on pourrait dire, presque un dégoût, en fait, du créateur d'étoiles, puisque malgré la perfection du cosmos ultime, des êtres souffrent et donc ça lui fait, finalement, le narrateur ne supporte pas cette vision, hein, voilà, ne supporte pas cette vision et il est comment dire, il retourne dans sur Terre, quoi.
Ouais, il écrit en fin de livre, donc quand il fait face au créateur, il écrit que cette évaluation rigoureuse, pas même celle d'un scientifique, mais plutôt d'un artiste, fut l'aboutissement de toutes nos existences. Et pourtant, je le vénérais. Ce serait plutôt la création d'un artiste que d'un scientifique, finalement, non? C'est ça que je comprends dans cette phrase. Oui, c'est ça, en fait, le créateur d'étoiles, lui, il reste froid et détaché de tout ça, en fait. Finalement, ces créatures, il s'en fiche. Elles lui servent juste, en fait, de marchepied pour avancer dans son processus de création. Et donc ça, c'est d'un côté. Mais par ailleurs, en fait, le narrateur, lui, il est toujours dans sa... Alors, c'est aussi l'auteur lui-même, hein, mais quelque part. Mais du coup, il est toujours dans sa démarche d'être voilà, d'être dans la vénération, en fait. Et ça, c'était aussi une position euh, comment dire, de Stapleton, puisqu'en fait, Stapleton, lui, quelque part, il était dans cette posture-là, en fait, voilà, c'est ce que je disais, le côté mystique, en fait, c'est ça, c'est vraiment d'être, voilà, on touche à une réalité qui est autre, voilà, qu'on ne peut pas s'empêcher de vénérer finalement. Alors, sur le chapitre Son retour sur Terre, il est partagé entre l'espoir d'un monde nouveau ou que dans la tempête à venir, toutes les choses les plus chères devraient être détruites. Et il termine, il semble plus et non moins urgent de jouer quelque rôle dans cette lutte. Ce bref effort d'animalcule, on dit, s'efforçant de gagner pour leur race une certaine lucidité avant l'ultime obscurité. C'est pour ça que je dis que c'est un poème, parce que cette lucidité avant l'ultime obscurité, c'est une poésie. Alors, est-ce qu'il nous considérait, j'ai été chercher ce que c'était que des animalcules, parce que je ne connaissais pas. Est-ce qu'il nous considérait comme des animalcules? Bah, alors là, il y a, comment dire, il y a deux choses. Alors la première chose, c'est que en fait, ce mot animalcule, il sert juste en fait à dire qu'on est quelque part qu'on n'est pas grand-chose en fait dans ce jeu du cosmos. Euh, on est vraiment peu de choses. D'ailleurs, finalement, on est juste quelque part des bactéries à la surface d'une planète. Je dis bactéries parce que finalement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. La planète, en fait, quand on est de l'espace, on voit pas l'humanité. Euh, je veux dire par là que de l'espace, on ne voit pas l'humanité qui se trouve sur la planète. Donc finalement, ça montre bien notre insignifiance à la fois à l'échelle de la Terre et à l'échelle du cosmos. Oui, c'est ça. Alors j'ai oublié le deuxième point. Le deuxième point, c'était, il nous demande de jouer quelques rôles dans cette lutte. C'est-à-dire, il nous demande quand même de nous battre quelque Oui, c'est part. ça. Oui, tout à fait. Il nous Oui, demande tout à de nous fait. battre. Oui, c'est ça, parce que du coup, oui, c'est ça, il y a cette forme d'engagement. En fait, il nous demande quand même de prendre part à cette grande lutte pour, voilà, pour des esprits plus éveillés et justement moins atteints par la barbarie. Alors, qu'elle soit de tout type, hein, donc ça peut être des États totalitaires et d'autres choses, quoi. Alors, ce qui m'a étonné aussi, donc, il s'est beaucoup impliqué dans des mouvements pacifistes, des conférences sur la paix, contre l'apartheid. Comment se fait-il qu'il se soit engagé volontairement pendant la guerre de 14-18, alors que jusqu'en 1916, les soldats britanniques étaient seulement des volontaires? Oui, c'est ça. En fait, dans la première phase du conflit, en fait, de la Première Guerre mondiale, les soldats britanniques étaient volontaires. Le problème, c'est qu'en fait, bah, Stapleton, lui, pas s'engager, et donc il réfléchit à ce qu'il va faire. Et donc, c'est dans ce contexte, en fait, il trouve en fait une unité qui lui convient, c'est l'unité d'ambulanciers des Quakers. Alors, les Quakers, en fait, c'est un mouvement, on va dire, religieux qui finalement prône la paix. Bon, donc je pense que vraiment, Stapleton était tout à fait dans cette optique-là. Et par ailleurs, il y avait une grosse pression à l'époque, voilà, pour que bah, les jeunes, enfin en tout cas, voilà, les jeunes s'engagent dans la guerre. Il y avait une grosse pression, et donc je pense que prosaïquement, Stapleton n'a pas échappé à cette pression sociale pour s'engager dans la guerre, sinon il devenait quelque part objecteur de conscience. Donc euh, voilà, donc alors il s'est engagé dans la Première Guerre et je crois comment dire, non, c'est Il même a pas eu la croix de guerre. Oui. oui, c'est ça, absolument. En fait, il décrit son expérience. Il a quelques petits faits, enfin, petits non, mais il a quelques faits d'armes et donc il a eu des aventures plus ou moins tragiques dans la Première Guerre mondiale, ce qui fait qu'effectivement, il a récupéré à la fin sa croix de guerre. Mais je lisais tout à l'heure qu'en fait, finalement, cette distinction, en fait, quand il est revenu de la guerre, il l'a tout de suite mise dans le placard et puis après, il n'y a plus touché, quoi.
Non, mais je comprends mieux s'il était avec l'Équateur, parce que je comprends mieux maintenant. Les Quakers, ouais. Ouais, l'Équateur. Il paraît que son livre Créateur d'étoiles, il a été vendu qu'à 5 000 exemplaires du temps de son vivant, qu'il n'a pas du tout été reconnu de son vivant. Ce que j'ai lu, je sais plus où. Oui, c'est ça, bah, absolument. En fait, ce qui se passe, c'est que Créateur d'étoiles, c'est un texte qui est beaucoup cité par les critiques, donc vraiment, et aussi parce qu'il a beaucoup influencé des grands écrivains comme Arthur C. Clarke, etc. Donc c'est vraiment un texte fondateur qui a inspiré beaucoup de gens. Donc d'un côté, on a ce texte voilà très important, et de l'autre côté, on a effectivement un accueil du public qui est tiède, voire voire froid, voire un accueil voilà, euh, parce que en fait c'est un texte qui reste quand même difficile, enfin difficile et un peu à côté de la science-fiction de l'époque probablement. C'est pas, moi, je trouve que le texte, il n'est pas difficile à lire. C'est comme un roman. Quand il y a des mots qu'on comprend pas, on va les chercher. Non, je pense pas que le texte soit si difficile que ça. Maintenant, c'est sûr qu'il faut avoir envie de partir dans les étoiles. Alors oui, non, ce que j'ai envie de rajouter quand même, c'est que, enfin, si vous avez aimé Créateur d'étoiles, moi je vous conseille très chaudement de lire les derniers et les premiers, qui est vraiment excellent. Pour le coup, enfin, moi j'ai trouvé que c'était mieux écrit, ça se suit vraiment, comment dire, on est tenu presque en haleine par toutes les péripéties en fait qui arrivent, qui surviennent enfin, qui arrivent à toutes ces races humaines. Donc c'est vraiment prenant. Donc j'ai eu beaucoup plus, paradoxalement, hein, j'ai eu beaucoup plus de plaisir à lire les derniers et les premiers que Créateur d'étoiles, mais moi j'ai abordé Créateur d'étoiles dans une autre optique que la simple lecture, donc ça se comprend comme ça aussi. Ça veut dire que pourquoi vous avez choisi cet auteur-là et ce livre-là en particulier? Ça tient, donc pourquoi j'ai choisi Créateur d'étoiles? Alors ça tient à un ensemble de faits, ouais, c'est un ensemble enfin c'est une conjoncture particulière, c'est-à-dire que bon déjà c'est un auteur que j'avais jamais, qui avait jamais quitté mon esprit, enfin c'est voilà, je le connaissais. Parce que je l'avais lu quand j'étais jeune, vers 15-16 ans. J'avais lu Créateur d'étoiles, mais rapidement, en fait, comme ça. Parce que je lisais beaucoup de SF à l'époque. Je lisais vraiment voilà, au kilomètre, quoi. J'avais lu tout Dune, etc. J'avais même lu L. Ron Hubbard, qui est maintenant très sulfureux, puisque c'est le créateur de la scientologie. Mais bref, on trouve à une époque, quand même, on trouvait ces romans comme ça. Donc, je lisais tout ça au kilomètre. Euh, et donc j'ai jamais perdu de vue cet auteur. Et après, il se trouve qu'en 2019, en fait, enfin dans le cadre d'une autre, enfin, de l'écriture d'un article, je me suis réintéressé en fait à Stapleton. Donc je suis allé revoir un peu ce qu'il avait écrit. Et donc c'est comme ça que je suis revenu un peu dedans. Et puis en 2021, bien sûr, il y a eu la rentrée dans le domaine du public de l'auteur. Et donc je savais que je pouvais, je pouvais désormais en fait à la fois traduire et écrire sur ce texte en auto-édition. Enfin, c'était assez facile. Et de toute façon, j'avais peu d'espoir qu'une maison d'édition s'intéresse à ces textes, puisque bon, c'est des textes finalement assez confidentiels. Et malheureusement, voilà, en France en tout cas, ce sont des textes et voilà, des romans assez confidentiels, malheureusement. Oui, puisque vous parliez de la scientologie tout à l'heure, il y a aussi le fait que certains lui accordent l'anticipation du mouvement transhumaniste qui n'apparaîtra qu'en 1966. Est-ce que Oui, vous... Oui. alors, donc si vous êtes intéressé par la question du transhumanisme, il y a mon camarade Xavier Noy qui a écrit un bel article justement dans le numéro 90 là, de Galaxy SF, et donc qui s'intéresse à la question du transhumanisme. Donc en fait, ce qu'il dit en substance, c'est que le transhumanisme, c'est une notion qui apparaît dès le XVIIIe siècle et qui s'est transformée au cours du temps, hein. Donc il n'y a pas un transhumanisme, mais il y a des transhumanismes. Euh, donc aujourd'hui, on connaît bien le transhumanisme à cause de l'intelligence artificielle et des biotechnologies. Euh, mais en fait, c'est une notion qui a pas mal évolué. Donc Olaf Stapleton, en fait, par rapport à cette question, donc finalement, il s'est intéressé parce qu'il imaginait enfin, que les espèces humaines s'améliorent, à la fois, enfin, oui, à la fois biologiquement finalement, euh, et spirituellement. Et puis, c'est aussi intéressé à la question du surhomme, puisqu'il a écrit en fait un livre qui s'intéressait à la vie d'un être exceptionnel. Donc, son bouquin, c'est Hot John, qui a été traduit en français par Rien qu'un surhomme. Donc, effectivement, de ce point de vue-là, oui, Stapleton, il se place dans la perspective d'une humanité.
autre, quoi, d'une humanité future. Oui, il a fait un dernier roman qui s'appelle A Man Divided, Ah oui, oui. qu'il n'a pas euh, fini, je crois. Amanda David, oui, j'arrive pas à le dire, mais oui, tout à fait, il l'a pas fini, ouais. Ah Ouais. oui, il a une production finalement, une dizaine de romans et d'essais, oui. Ça, c'était en 48. En 49, il s'intéresse à la psychologie de la paix et à la télépathie. C'est très étonnant parce que il y a plein de télépathie dans son livre déjà de 1937. Oui, alors ça, c'est ça qui est assez étonnant, c'est que on sent en fait quelque part un homme assez cartésien, parce que voilà, il s'intéresse à la science, aux résultats de la science, et puis de l'autre côté, effectivement, il utilise, ou en tout cas, il s'intéresse à tout ce qui est parapsychologie. Et donc, dans Créateur d'étoiles, j'ai essayé euh, comment dire, de mettre ça en évidence, effectivement, à tous ces aspects, euh, oui, effectivement, tous ces aspects de télépathie, etc., qui sont des éléments, enfin des points importants du roman. Donc c'est ça qui permet finalement aux espèces extraterrestres de communiquer entre elles, parce que Mm. sinon elles auraient des grosses difficultés. Donc en 1950, il s'implique contre l'apartheid. Il envisage son dernier livre, c'est celui-là, le dernier livre qu'il n'a pas fini, The Opening of the Eye. Les yeux, Des les yeux en train de yeux, s'ouvrir ou ouais, quelque chose les comme yeux en ça. train de De... s'ouvrir. Il décède brutalement après avoir être venu à Paris pour une conférence. Il devait aller en Yougoslavie. Il se sentait pas bien. Il reporte son voyage. Il rentre chez lui à Caldy, c'est ça, Caldy. Et là, Euh, il oui, meurt d'une crise cardiaque. Il est pas vieux, hein. Il est tout jeune encore. c'est ça, exactement. Alors, ça a été un choc pour toute sa famille, en fait, puisque c'était quelqu'un, Olaf Stapleton, c'est quelqu'un de, comment dire, entre guillemets, on pourrait dire en très bonne santé. C'est-à-dire qu'il faisait beaucoup de sport, il avait un train de vie très sain, et du coup, effectivement, ça a été un choc pour tout le monde, son décès brutal, à la fois pour ses amis et pour sa famille, oui. Et ses cendres sont dispersées 3 semaines plus tard sur les rivages qu'Olaf arpentait depuis 50 ans. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, sa maison, elle se trouve non loin, en fait, de la mer d'Irlande, en fait, pendant toute sa vie, quasiment, il a habité la péninsule du Wirral. En fait, la péninsule du Wirral, c'est la péninsule qui se trouve à l'ouest de Liverpool. Et donc, c'est une péninsule, voilà, qui est baignée par la mer, par l'océan, par la nature. Et donc, finalement, c'est vrai que c'est un bel hommage à sa famille d'avoir dispersé ses cendres sur les plages euh, de cette péninsule parce qu'en fait, on s'aperçoit que cet environnement naturel l'a beaucoup inspiré, a beaucoup inspiré son œuvre. Ça a vraiment nourri son œuvre. Et d'ailleurs, la colline de Caldi, c'est la colline qui apparaît dans le roman Les Créateurs d'étoiles. Ouais, tout au début, oui. Exactement, puisque tout au début, en fait, le narrateur, bah, il est un peu, voilà, il vient de se disputer avec sa femme, et donc, pour se changer les idées, la nuit, il monte la colline, et c'est la colline de Caldi, finalement. Dernière question. Ouais, parlez-nous de Sirius quand même, qui a été censuré. Son livre Sirius a été censuré à l'époque. Et oui, parce que, alors, bon, déjà, moi, je précise que Cyrus, c'est vrai que c'est bizarre à dire, mais j'ai jamais lu. Je connais le bouquin, évidemment, mais j'ai jamais lu, tout simplement parce que, en fait, aujourd'hui, c'est très difficile de lire un Stapleton, je veux dire, en français. C'est très difficile de le trouver dans les bibliothèques municipales, etc. Déjà, il y a ce premier point. Le second point, c'est que j'ai pas eu forcément le temps de me plonger dans ce roman. Mais en tout cas, donc ce roman était scandaleux parce qu'en fait, ça mettait en scène un chien qui devenait humain et qui épousait enfin, qui avait une relation avec une jeune femme. Donc, c'est ça qui était un peu scandaleux à l'époque, oui. 1944. Oui, je tiens à signaler quand même que Stapleton, il est quand même, je dis pas libéral, mais enfin, il aborde la sexualité comme tous les autres domaines. Donc, voilà, c'est pour lui quelque chose de naturel. Donc, Il y avait il en parle notamment dans les derniers, les premiers. Il aborde la sexualité des, des différentes espèces, enfin, humaines. Euh, voilà. Dans Créateur d'étoiles, non, il l'aborde pas tellement, sauf à un moment où Oui, il trouve belle quelque chose qu'il aurait trouvé, enfin, une créature qu'il aurait trouvée hideuse avant et s'était faite à cette beauté, quoi. Il est très étonné de trouver belle une créature qui, quelque temps avant, il l'aurait. C'était pas ça, quoi. Donc, c'est le seul moment où j'ai trouvé vraiment des passages là-dessus, et pas tellement de sexualité dans Créateur d'étoiles.
Non, pas dans Cratère et toi, mais dans d'autres œuvres. Je pense notamment à son livre Les derniers hommes à Londres, où là, il aborde ce sujet un peu plus, un petit peu plus, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que c'était pas un puritain, voilà, c'était pas un puritain, en fait. Non, il a Euh, été marié avec une femme qu'il avait rencontrée quand il était très très jeune. Après, il a eu deux liaisons. Enfin voilà, je veux dire, c'était pas non plus un coureur de jupons, je pense, mais il n'est pas resté fidèle quand même. Voilà, mais on peut pas Oui, lui c'est en. vrai, c'est vrai. Euh, oui, c'est vrai, exactement, ouais, oui, en fait, par exemple, ouais, enfin, oui, c'est ça. En fait, il a pas forcément, comment dire, enfin, au premier abord, il a une image lisse, mais en fait, il a mené une vie, enfin, non, pardon. Alors, je reviens sur le premier point, c'est que ce qui est amusant, c'est que, en fait, son épouse, c'est aussi sa cousine. Ouais. Dans le livre, en fait, Les Créateurs d'étoiles, j'ai mis un petit arbre généalogique et qui montre qu'en fait, il a épousé sa cousine germaine. C'est vrai qu'il avait rencontré tout jeune, hein. Et oui, c'est ça, parce que sa cousine venait d'Australie. En tout cas, elle habitait l'Australie, donc elle était venue à l'occasion d'une visite de famille. Alors, ils ont beaucoup correspondu pendant la guerre. Et d'ailleurs, il y a un très joli livre en fait, qui reprend les lettres en fait qui se sont envoyées pendant la guerre. Euh, ça s'appelle Love Letters. Bref, j'ai oublié le titre et jamais traduit en français, ce qui est dommage, mais et c'est au sortir de la guerre qu'il l'a épousée. Et effectivement, ils ont eu deux enfants, oui. Donc, est-ce que vous allez continuer à traduire les livres de Olaf Stapleton? Est-ce que vous allez continuer à traduire ces livres ou est-ce que vous allez faire d'autres auteurs ou... Alors, bon, la réponse attendue, c'est de dire oui, je vais continuer. Mais en fait, là, je pense que malheureusement, je vais devoir m'arrêter là parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un travail qui est vraiment très chronophage, vraiment très très chronophage, et je pense que c'est un auteur qui mériterait vraiment, comment dire, d'être publié de manière par un éditeur qui a pignon sur rue, et vraiment être abordé par des gens aussi, des vrais traducteurs. Donc moi, je me prétends pas être traducteur, attention, hein. Ça, c'est, je sais plus où je le dis, mais je sais plus si je le dis dans l'introduction du livre, mais euh, donc je suis pas, comment dire, j'ai utilisé tous les outils à ma disposition donc en 2021 pour traduire le livre, mais je suis pas tout à fait, voilà, je suis pas un littéraire pur, j'ai pas fait des études littéraires, donc j'ai fait de mon mieux en fait pour traduire ce livre qui est un langage, enfin une syntaxe parfois compliquée. Alors je note quand même que depuis 2021, il y a quand même les outils ont explosé, les outils de traduction, notamment je pense à tout ce qui est l'intelligence artificielle, ChatGPT, DeepL, et ça que je n'avais pas en 2021. Mais donc moi j'encourage vraiment tout le monde à, oui. Je dis que c'est peut-être pas plus mal parce qu'il y a tellement de poésie dans ses textes que je sais pas si l'intelligence artificielle va pas faire des traductions automatiques ridicules et si on sait pas un peu de la perte de l'identité de l'auteur, quoi. Je veux dire, je pense pas que l'intelligence artificielle ait une âme pour traduire vraiment des livres comme vous avez vu, vous l'avez traduit avec le cœur, ce livre. Donc voilà. Avec le cœur et avec beaucoup de cerveau, parce que ça demande beaucoup de temps. En fait, traduire, c'est vraiment très chronophage, malgré comment dire, tous les outils à notre disposition. C'est vraiment un processus qui est très long, malheureusement. Moi, j'aurais bien aimé continuer à traduire, mais malheureusement, la vie fait que voilà, je manque de temps. Et donc, j'encourage tous les gens qui s'intéressent à Stapleton à peut-être à proposer leur propre traduction de ces différents ouvrages, oui. Mais moi, je pense que vous avez fait un bon travail et que c'est meilleur que de l'intelligence artificielle. Moi, je l'ai pas Ah, encore c'est gentil, utilisé, merci. mais je pense que de toute façon, je pense qu'on sera de toute façon toujours meilleur que l'artificiel. Rien vaut le naturel. Merci beaucoup, Olaf. Non, j'allais dire Olaf. Moi, c'est Merci, Simon. merci beaucoup, Marinac. Et on le trouve sur Amazon, hein, votre livre. C'est ça, Oui, oui, on le exactement. trouve sur Amazon. Je pense que c'est le seul moyen de l'avoir, peut-être, non? Oui, bien sûr. En fait, il est auto-édité sur la plateforme Amazon. Alors, il y a des gens qui m'ont critiqué pour ça, et ce que je comprends tout à fait d'ailleurs. C'est parce que se faire éditer par une grosse multinationale, c'est pas forcément évident. Mais ce que je pense, c'est que en fait, un auteur aussi confidentiel, il fallait comment dire, une plateforme qui est pignon sur rue, quoi, qui est une bonne audience pour justement que cet ouvrage soit vraiment accessible à tous ceux qui s'y intéressent.
Parce qu'il y a vraiment cet enjeu aussi que l'ouvrage en fait aille aux gens qui sont intéressés La science-fiction. qui sont intéressés. Et d'ailleurs, oui, je tiens à préciser que Stapleton, finalement, c'est pas de la science-fiction au sens strict, hein. Moi, je vois ça plutôt comme, en tout cas, créateur d'étoiles, je vois ça plutôt comme un conte philosophique de science-fiction. Tout à fait. Et donc, c'est en ça que c'est pas la SF pure. Il faut pas avoir peur. De lire si on n'aime pas la SF parce que c'est plutôt un conte philosophique. Et c'est en ça justement, moi je pense que c'est un ouvrage qui peut encore rester, qui peut perdurer quelque temps parce que c'est un livre en fait qui aborde des grandes questions philosophiques, des grandes notions philosophiques, tout ça dans un voyage. C'est finalement c'est la quête du héros, quoi, la quête classique, le voyage initiatique où le narrateur découvre plein de choses. Et donc ça, c'est quelque chose de très, comment dire, très universel. Et donc ce livre, il est basé vraiment voilà, sur des notions philosophiques profondes, donc je pense que il va pas se dévaluer rapidement. Enfin, c'est ce que je souhaite en tout cas. Et 100 ans après, presque 100 ans après, il est toujours d'actualité. Il est encore plus d'actualité parce que vraiment, moi, je trouve qu'on s'y retrouve à plein, plein d'endroits dans ce monde, dans ces mondes. Merci beaucoup, Simon Arignac. Merci, merci Joël, à bientôt.